Bonjour à tous, je suis contente de présider cette 4e session et nous allons avoir deux intervenants, Monsieur Taïd Sunié et Madame Florence Rochefort. Donc nous allons commencer par la conférence de Monsieur Taïd Sunié, qui est professeur émérite en anthropologie à l'Université libre d'Amsterdam, et il a consacré la grande partie, sa carrière universitaire à l'étude des migrants en Europe et à leurs ramifications. Il a occupé la chaire Islam dans les sociétés européennes et il a travaillé sur ces sujets. Il est membre du consortium d'un projet de recherche européen, médiatique Islam in the Digital Age, et préside depuis 2010 le conseil de l'Institut néerlandais pour l'étude de l'islam. Il fait partie de l'équipe éditoriale du Journal of Muslims in Europe depuis 2016 et il est très engagé aussi dans le débat public. Il est auteur d'un grand nombre d'ouvrages et aujourd'hui il va nous parler de qu'est-ce que la discrimination fondée sur la religion, le cas de l'islam. Donc, what is the discrimination based on origin, the case of Islam? Now it's your time. Thank you. So there's my PowerPoint. I'm really sorry I have to address you in English. My French is really bad. So hopefully we can have a discussion in English anyhow. But before we do that, let me briefly give you some considerations about the topic of this conference, what it means, discrimination based on religion, and I will focus on Islam indeed, and I will also focus on the Netherlands. Next slide. Yeah, well, this has already been said. This is a kind of advertisement, promotion for my work. Okay, so if we look at this topic, discrimination on the basis of religion, we see and we focus on Muslims, but also other religions. There are seemingly two opposing trends, or trends that seem to be opposing. On the one hand, there is a growing discrimination and deterioration image of Muslims in Europe, and well, we all know that. But on the other hand, and I think that's as important as the first issue, is the gradual bureaucratic and legal incorporation of Muslims in European societies. And these two trends, these two processes, produce opposing realities. One is an exclusionary reality in which Muslims are excluded or put apart. And on the other hand, an inclusory. That means that people are in a way absorbed in bureaucratic institutions. I come to that. Yes, next slide, please. So my argument here is then, rather than exclusively focusing on the assumed characteristics and intentions of Muslims, that's often the reaction of people who say, well, you know, I'm not against Muslims, but they have certain opinions, etc., and that sits uneasily with our values in Europe. That may be the case, but we also need to look at the historical, structural, political and cultural features of integration into the current nation states in Europe. So that's something that happens despite these bad images. That's two things that occur at the same time and are as important. What I'm going to do in my talk is briefly give a few examples for the Netherlands, because I think the Netherlands is an interesting case. It to a certain extent, it looks like France, and I was together with Beate Collet, who organized this conference, involved in a project in the 1990s, where we kind of compared 4 nation states, schools in four nation states. So one of the things that came out of that research was there are extremely important differences between nation states, despite a kind of general constitutional issues such as the equal position of religion, etc. There are differences, and these differences are also important to address. So what I'm going to do is address the situation in the Netherlands. I know best because
I live there and I have some experience. But it's also important to zoom in on a particular case, in my case, the Netherlands, because it shows how difficult it is often to fight all kind of discrimination and practices. Okay, next slide. So to start with, and I already said, what do we exactly mean by discrimination based on religion? And my argument is this is not self-evident, and it's not unambiguous. It has a complex whole, and we have to unpack that. Okay, next slide. So I would like to distinguish three dimensions of this this trend. The first is hate speech and bad image, and then the question, the kind of general question would be, the rhetorical question almost would be: do we declare ourselves against hate speech toward people with a certain religious identity? Think of anti-Semitism, Islamophobia. Do we want to fight stereotyping and bad images of religious communities? Well, it's relatively easy to answer this with yes. Who would be against that? Next slide, please. So this is some images that, you know, decent people are, of course, against anti-Semitism and Islamophobia. That's kind of clear. Yes. Next slide. So here is the first case of the Netherlands. Probably you know Geert Wilders. He's one of our export products in the Netherlands. He's the leader of the Freedom Party. It's a very anti-Islamic, anti-migration party. And there was a number of years ago, there was a meeting, and the left-hand picture is during that meeting, where he asked to the public, do you want more or less Moroccans? And then everybody shouted, less, less, less. And then he said, well, then we are going to deal with that. And then he was brought to court. And in September last year, he was convicted for offense against the whole ethnic group. And this is important. Although Moroccans also are considered Muslims, this was not about Islam. This was about Moroccans. But for Geert Wilders, it is clear that Moroccan and Islam is similar. It's the same. So the message he sent out back then was also against Islam. But formally speaking, and in court, it was clear that he was not convicted for that. He was convicted for something. He can be convicted in the Netherlands, and that is a discrimination of an ethnic group. So not a religious group, but an ethnic group. And this is already clear how complicated that is. Next slide, please. This is another example, also from the Netherlands. There was just recently, and it had to do with the horrible events in France, where the teacher who was assassinated. There was a discussion in the Netherlands, and then at some point there were attempts to penalize the insult of the Prophet Muhammad, but it didn't work out. So it was impossible to bring that to court, and the reason for that was, very interestingly, it was against the equality principle, the constitutional equality principle in the Netherlands. So if you say insults against the Prophet Muhammad should be penalized, then you refer to one specific religion, and that's against this constitutional principle. It's very curious, but that was the way the whole case was kind of, it petered out, it died down. Next slide, please. So this is discrimination of a whole community. Then the second aspect, the second dimension, is unequal treatment of individuals. So the question then is, do we refer to unlawful, unequal treatment of individual people with a certain religious identity? For example, people being refused a job because of their religion, and it happens.
around Europe. In every place we see that, in every country we see that. But it's extremely hard to prove whether or not such a case is discrimination against a person with a specific religious background. This is almost impossible to prove that in court, because how to determine what exactly unlawful is about? Next slide, please. So, for example, in the Netherlands, and that's probably a bit different in France, but in the Netherlands, there are certain professions where you are not allowed to wear hijab. And when there is protest against it, or when a woman who wants to wear headscarf goes to court, then very often the argument against that is, you know, in this particular profession, the hijab is a religious sign, and you cannot show that religious sign in this particular job. And there was a case for court assistants, people who work in courts, and they have an administrative job, for example, or even more people who are judges. So it's impossible in the Netherlands, and then the law says it is allowed to ban the headscarf in this particular case. Yes, next slide. So in this second case, there's much more to say about that, but in general, it turns out that that individual cases are often closed because there is not enough evidence, or the court says, well, we cannot handle this. Okay, then the third dimension, that's the legal inequality. The point here is quite simple. Explicit legal inequality of religious communities does not exist in European legislation. I know, because I was just working on an article in which I had to explore this, and it simply doesn't exist. So you can not find any article in constitutions in countries in Europe where this is stipulated. All countries recognize freedom of religion, and in most cases also equality, formal equality. There are, of course, differences. So the Church of England, it has a special position towards the state, or a situation in Germany where there is a possibility to get recognized in a certain way, and they have this legal principle of Körperschaft. Or there is a system of recognition, such as in Belgium. But just like France, the Netherlands also does not have that. There is no issue of religious recognition. Yes, next slide, please. Well, to make this whole story even more complicated, we have to look at the booming discussion about diversity, the call for diversity, which is in all countries in Europe, you come across that, also in the Netherlands, where people say, well, we want to be recognized with our differences. What you see here on this picture is the Dutch king with some people who, I really don't know what it is, but it expresses diversity, no doubt. That's the idea. Next slide, please. So let me give you a typical Dutch example here. What you see here on those pictures is strict reform members of strict Reformed churches, whom you find in the center of the country, and more to the north and to the southwest. And we had a discussion lately about whether or not they were allowed to come together on Sunday during COVID. And then the quote you see on the bottom of the slide, coming together on Sunday in a church is a basic human need. And that was accepted, and so they were exempt from this rule, and many people protested against that. But they said, well, that's our right to be different. Next slide, please.
So the whole concept of diversity, and that's probably the most difficult about it, is we have to take it on board if we want to understand discrimination and equality, etc. But we also have to take into consideration that diversity is always a social contract. It's not a reality out there. It's not something that you can see. It is constructed, and it's about what we consider politically or economically or biologically relevant. And what we find relevant, that is diversity. So that makes it, it's also often a national project. Next slide, please. So in general, we could argue the position of Muslims in Europe, in European societies, should be understood as the interplay between dominant images and policy measures around Muslims on the one hand, and on the other hand, the integration of Muslims bureaucratically into these nations. That's a combination of short-term and long-term developments. Yes, next slide, please. So, and then I'm almost finished. A few more minutes. So a bit more focus on this situation in the Netherlands. In my view, the equality and diversity are very closely connected in the Netherlands. And it's not just a political slogan, it's part of a nation-building project in which religious denominations are categorized and domesticated. I'm not going into that more deeply, but that's the idea. And this is part of this bureaucratic absorption of Islam. There is no recognition, no formal recognition. So it means that the position Muslims have and Islam has in the Netherlands is based on integration policies. It's Muslims or Muslim communities are treated as private communities, pretty much the same as a football, a soccer team or whatever. Or a regular association of fishing people or whatever. There's no religious category in the law, and it's a private organization. Next slide, please. Well, this is just quickly an idea of the number of Muslims, almost 1 million, of which the greater part is not practicing Islam, but they have an Islamic background. Okay, next slide. So there are a few legal principles that are important. Anti-discrimination article. That's the Article 1 in the Constitution. It's a very powerful article, but as I said in the beginning, very hard to prove. Then there is constitutional equality and freedom of religion. That's Article 6. And the third one, and that's an important one for the Netherlands, is Article 23. Yes, next slide. And this is about the pillarization history, and I don't have time to go into that very deeply, and it doesn't function anymore except for for the school system, where we have public and confessional schools. They are both subsidized by the government, but 95% of the curriculum is similar. So it is a kind of a confessional identity, but not more than that. And the point is, this is a kind of equality principle or a diversity principle that comes up every now and then in discussions. We recently had a discussion, as I said, about Corona and churches, etc. But there are more cases where it comes up. It's still very strong, and also in the political landscape, the influences or the power or the influence of Christian parties is still very strong. Yes, next slide. So that means, as I said, when we want to understand the position of Muslims in Dutch society, we have to focus on these integration policies. And what I mean by integration policies is basically
the fact that Muslims in the Netherlands have a migrant background, although the majority today is born and raised in the Netherlands, but their parents were migrants or their grandparents were migrants. But that is a very strong element, a very strong factor in understanding, you know, how diversity, equality, discrimination, non-discrimination based on religion is handled in the country. Rather complicated, I must say. And again, the book I refer to, I worked together with Beate Colette, was also about this. And the Netherlands was one of the examples where rules are constantly changing, or situations are constantly evolving, and that makes a comparison rather difficult. Okay, next slide. Yeah, so, and that's my last slide. So to end up, despite the deteriorating image of Muslims, at a structural level, Islam has been legally incorporated. And again, that's not just for the Netherlands, that's for all countries in Europe. And it has become part of society in one way or the other. And religious equality is a rather strong element of the Dutch constitution, and it includes Islam. And this is part of this bureaucratic incorporation in the country. And it's something, and that's interesting to look at, it's something that Muslim communities in the country understand, and they work with it. So it requires certain skills and certain knowledge about how things work in a particular country, and that takes some time. What is enormously important, I think, and that's not just for the Netherlands, but for all countries, is the emergence of a young, vocal, and highly educated generation of Muslims born and raised in Europe, who demand their place in society on their terms, and they want to not to be treated as guests. And I think that's that idea and the perspective of an increasingly vocal a generation of Muslims is very important, I think. Instead of people such as me, you know, talking about Muslims, I think that increasingly Muslims have to do that themselves, and they do. Okay, thank you for your attention. I don't hear. C'est bon? Okay. So I will repeat. Thank you, Mr. Taj Saunier, for this very interesting talk about what is discrimination based on origin, and more specifically, Islam in Netherlands. So we start the discussion now? Yes. Est-ce qu'il y a des... Oui, Violette, dis-nous s'il y a... Il y a une question. Alors, en anglais, du coup. So you have one question. So there is one question. Isn't the distinction to be made as follows? Islam, as any other religion, may be criticized and perhaps should be in order to create healthy public debate, but Muslims should not be rejected as the sole basis of their Muslim identity, be it only because being Muslim means a variety of very different things. I can criticize the idea that some consider a tenet of Islam that men should not shake hands with women. I cannot preemptively reject a Muslim on the pretext that all Muslims refuse equality between men and women, since these people all refuse to shake hands. Do you understand the question? Yeah, well, what you mean to say is... Tyle, do you hear us? Yeah, yeah. Can you hear me? Yeah. Yeah.
If I understand your question correctly, what you ask me is whether or not only on the basis of Muslims refuse to shake hands, we should not reject them. Is that what you mean? Si la personne dans le chat peut préciser sa question, I asked the person in the chat to precise what the person means, because I don't know. And in the meantime, I have another question. Maybe if we can start with this one. Yeah. I did not understand why diversity is a social construct. So maybe if you can elaborate on that. Yeah, okay. You can hear me? Yes. Yeah. Well, what I mean with the social construct is that you cannot simply say, well, there is diversity between people, irrespective of what we think about. It is about diversity. It's about differences between people that we consider important, relevant. For example, in a political process, and this is what diversity is. There is an enormous number of differences between people, but only a selected number of features of people are politically relevant. And this is precisely what also the way in which diversity becomes a political program or an agenda in all kinds of situations. This is not about diversity as something, well, empirically, but it's a diversity we consider important. Let me give you one example, maybe that clarifies a bit more. In the Netherlands, we have a discussion currently about this diversity. So on the one hand, there is, universities and companies, etc., should be more sensitive to difference, to diversity in society. But then on the other hand, you see constantly discussions coming up about people or groups who call for recognition, and they say, well, we want to be recognized as we are. And then often the answer is, well, this is outside the question. This is not what is at stake. So their claim for certain diversity is refused. A couple of years ago, we had in the school system, but maybe I should explain the whole school system now. Within the school system, we have a kind of recognized, what is it, Hindu school. We have Hindu schools. So they are recognized in the system. But within the Hindu religion, there are differences. And a couple of years ago, there was a group who said, well, there is a Hindu school here, but we are of a different branch in Hinduism, and we want our own school. And it was refused. So this didn't fit in the diversity program of the government. Hopefully that answers your question. Thank you very much. And for the first question, you actually understood correctly. So if you want me to repeat, I can repeat, or you can answer the question. Yeah, please. Should I repeat? Yes, please. Yes, okay. So, isn't the distinction to be made as follows? Islam, as many other religions, which are ideologies, may be criticized, and perhaps even should be, in order to create healthy public debate. But Muslims should not be rejected on the sole basis of their Muslim identity, be it only because being Muslim means a variety of different things. Yeah. I can criticize the idea that some consider a tenet of Islam, that men should not shake hands with women. I cannot preemptively reject a Muslim on the pretext that all Muslims refuse equality between men and women, since these people all refuse to shake hands. Yeah, well, so yes. So the idea is that we, well, maybe let me answer this question as follows. I think
why I think it's extremely important to include Muslims. We are now speaking about Muslims, but you can apply that to any other group that is at stake. These should be included. Do you still hear me? Because I'm. Hello? Yes, yes. Yeah, I'm frozen. I don't know. I thought maybe there was a connection problem. Anyway, so my point is, it is extremely important, and I think that's an advice I would like to give, is include people of this particular group, in this case Muslims, in your discussions. So we often tend to rely on, you know, images and scholarly articles, etc., without asking people themselves. And I think that's extremely important to do that. And what you will see then, and that's not different in the Netherlands or in France or in any other country. What you will see is that that if people are allowed or are able to express the way they engage with that, it makes the discussion much more lively and much more to the point than just say, well, there's a principle, and we want to hold up that principle, and Muslims are against that principle, so we exclude them. Well, maybe that's just a part of the Muslims and not all of them, and that's something that happens constantly. So the only solution here I would be is to include them in roundtable discussions, for example. Thank you. So there is a question about how do you interpret the fact that there is no article in the, so it's written in the question European Constitution, but I think the person means European treaties, on religious equality. And do you think it's because it's something that is considered normal, or it's something that is that is left to the states? Yeah, exactly. This last point, that's the answer to the question. You know, for example, I was writing an article on training of imams just last week, and there is last year, I think, there was a call by Charles Michel of the European Commission, you know, to facilitate a European training institute for imams. That was the idea. Well, that never happened until now, although the whole issue of training of imams is something that European governments are dealing with already for many years. And the simple reason is that you know, these European initiatives in this regard, that member states are, well, if there is one issue that we do not want to give to Europe, that's our relation between religion and state. That's the kind of very last issue that they want to handle themselves, and this is very strong. And all kind of attempts to do something about that failed, and the only beyond the national level is human rights, that kind of thing. But really, legislation with regard to state and religion is almost impossible to handle that on a European level. So another question. You said that every European legislations were not mentioning the existence of religious inequality, but instead they were recognizing liberty of religion. I thought laïcité was a French particularity due to our Republican project. Was I wrong? Then is hiding the inequality a European specificity? Is it due to a Republican project? Yeah, I see the point. Well, but I would say, although I'm not an expert on French law, but I would say that laïcité
is not against a recognition of equality, or not. Let me put it differently. At least not against the freedom of religion. So also France and other nation states who have a very strong separation of church and state, they have freedom of religion. But even equality of religion is something that you implicitly find in all kinds of legislation. And I would argue, but maybe that's point for discussion, I would argue that the non-recognition we see in France, but also in the Netherlands, is interesting because it means if you do not recognize any religion, because you say, well, we don't have, we don't have a legal provision for recognition. So Catholic, Protestant, Muslim, Hindu, Jewish, whatever, there is simply no recognition available in the law. That in fact means that you consider religions equal. That's that would be my understanding, and I think that is relevant because that's precisely what often happens. And again, even in countries with a very strict separation of church and state. Thank you very much. I think we can continue to the rest of the discussion. Merci Violette. Donc nous allons clore cette journée d'études sur le fondement de la discrimination contemporaine, comment agir contre la discrimination à l'université, par la conférence du docteur Florence Rochefort, qui est ici avec nous à l'écran. Donc le docteur Florence Rochefort est historienne, chargée de recherche au CNRS, dans le groupe de sociologie des religions et de la laïcité, et elle y anime un axe transversal, genre, religion, sécularisation. Elle est spécialiste d'histoire des femmes et des féminismes et d'études de genre sur les questions de religion, laïcité et sécularisation. Elle co-dirige avec Françoise Thébault la revue Clio Femmes, Genre, Histoire, et elle a publié notamment Histoire mondiale des féminismes, PUF que sais-je en 2018, et elle a aussi publié, entre autres, c'est un exemple de ses nombreux ouvrages, Ne nous libérez pas, nous on s'en charge, pardon, une histoire de féminisme de 1789 à nos jours, ceci avec Madame Bibar Pavard et Michel Zachary Fournel. Elle a été aussi à l'origine de colloques, d'un colloque sur le pouvoir du genre, laïcité et religion de 1905 à 2005, qui a aussi été publié. Elle est aussi investie au sein du conseil scientifique du GIS, Institut du genre du CNRS, au sein de l'Institut Émilie du Châtelet pour le développement et la diffusion de la recherche sur les femmes, le sexe et le genre. C'est un travail qui est largement soutenu par le Conseil régional d'Île-de-France. Aujourd'hui, elle va nous parler des enjeux d'une approche croisée des discriminations et je vous laisse la parole. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez suffisamment? Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Bon, juste pour préciser que la fiche biographique est un peu dépassée désormais, mais c'est pas grave. Mais je crois qu'elle date un peu. En tout cas, je vous remercie vraiment infiniment de m'avoir confié cette tâche délicate, néanmoins, de synthèse et d'ouverture de votre colloque que je trouve tout à fait passionnant et novateur. Et j'aimerais donc revenir sur ce qui a été dit. Notamment à travers des réflexions sur les approches croisées des discriminations et puis ensuite conclure sur les enjeux, disons, les recommandations qui ont été faites lors du colloque pour ce vaste projet de lutter contre les discriminations à l'université. Donc revenons un peu sur ce débat sur les discriminations pour noter qu'il est relativement récent, qu'il nous vient du droit, ce qui est quand même un cadrage très important sur lequel il faut quand même qu'on réfléchisse aussi. Et comme nous l'ont rappelé bien sûr les communications, notamment ce matin, et l'introduction de Béate Collet. Dans des sociétés, qu'est-ce que c'est donc ces discriminations? C'est déjà des sociétés qui ont reconnu l'égalité, notamment comme l'égalité comme constitutionnelle. Et la question s'est posée de comment qualifier les dysfonctionnements, les manquements à l'égalité, les exclusions implicites qui ne sont pas inscrites dans la loi, ni même parfois dans les discours, mais qui sont inscrits dans les pratiques sociales et dans les rapports sociaux.
Donc le terme de discrimination, il apparaît déjà au XIXe siècle avec un sens différent, puisqu'on n'était pas dans des sociétés égalitaires. Il avait un sens plus flou, davantage synonyme d'inégalité ou d'exclusion, et c'est son usage plus récent qui désormais souligne un manquement par rapport à l'égalité, par rapport à une norme égalitaire, et qui souligne donc, comme je l'ai dit, un dysfonctionnement, et un dysfonctionnement qui est souvent invisible dans le sens commun. Donc, ce sens commun, il est souvent imprégné de préjugés qui altérisent. Ça a été vraiment beaucoup rappelé dans toutes les communications, qui essentialisent les différences en forgeant des catégories toutes faites qui sont censées avoir les mêmes caractéristiques et auxquelles on vous assigne. Donc, bien sûr, les femmes, les noirs, les juifs, les arabes, les gays, les lesbiennes, on peut continuer. Cette catégorisation englobante hiérarchise et perpétue implicitement des schémas évolutionnistes, androcentrés et ethnocentrés qui sont hérités du XIXe siècle colonial. Et sans doute, il faudrait quand même réfléchir sérieusement à donner des bases d'anthropologie, de sociologie et bien sûr d'histoire des femmes et du genre dès l'enseignement secondaire pour mieux comprendre cet héritage. Mais notons d'emblée que le colloque a souligné aussi l'importance de multiples sous-groupes et de racisme ou de préjugés au sein même de groupes discriminés qui en discriminent d'autres ou qui refont de la hiérarchie à l'intérieur du groupe discriminé et qui recatégorisent, altérisent, hiérarchisent, et que donc les oppositions trop fortement binaires sont dans la réflexion souvent finalement beaucoup plus complexes que ne le montre le débat social. Alors, ces inégalités, elles ont souvent été d'abord étudiées dans le domaine économique et puis plus récemment dans le domaine du genre grâce à la recherche féministe. Et la lutte contre les discriminations est entrée dans les agendas politiques, comme le prouve aussi ce colloque, et dans ceux aussi de la recherche. Et on est vraiment aujourd'hui, et hier et demain, dans cette frontière et ce dialogue fructueux entre recherche et démarche institutionnelle. Et cette recherche sur les discriminations s'est focalisée sur des discriminations économiques et ethno-raciales dans un premier temps, pour ensuite s'élargir à tous les critères dont on a vu qu'ils se multipliaient assez profondément. Et très vite, j'en viens à mon propos aussi, s'est posé du coup la question des discriminations multiples et du croisement de ces différents types de discrimination. Alors, plusieurs termes ont été utilisés dans le colloque que je voudrais reprendre rapidement, montrer pour désigner ces discriminations. On a parlé hier déjà dans la table ronde de discrimination non intentionnelle, par exemple. On a parlé évidemment d'altérisation, de racisme, de personnes racisées, de catégories raciales, de racisme quotidien, d'islamophobie, de doudouisme, de négrophobie, de microagression, de stigmates, tout cela dans un système d'aliénation avec des modèles, des stéréotypes, des systèmes, le terme est revenu souvent, et le terme aussi de diversité qui a été beaucoup, disons, analysé de façon critique dans ce qu'il peut aussi recouvrir de contradictions ou d'impensées ou tout simplement d'instrumentalisation politique, quelquefois avec des effets discriminants eux-mêmes. On a traversé différents lieux, différents espaces, le domaine du travail, on a beaucoup parlé de l'administration à propos des étudiants étrangers, la littérature coloniale, la littérature pour enfants, la poésie antillaise, bien sûr nous sommes aussi sur le lieu de l'université. On a parlé des apparences, on a parlé des images et des cultures visuelles, et puis on vient de terminer en parlant de l'islam. On a traversé différentes contrées, de la France au Brésil, aux Antilles, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, et dans une temporalité très, très large, puisque nous sommes passés de la Restauration en France au début du XIXe siècle aux prises de parole aujourd'hui même en France, à l'université, en passant par l'esclavagisme au Brésil au XIXe siècle et d'autres exemples.
Donc pour saisir cette complexité, plusieurs fois la notion d'intersectionnalité a été proposée comme très utile, comme nous l'a montré la communication de Jawida Seidi, pour saisir les rapports sociaux, notamment là l'exemple était sur le travail productif. Elle nous a rappelé que cette notion nous vient de la juriste Kimberly Crenshaw, qui l'a avancée pour défendre des femmes noires ouvrières de l'usine Ford à Detroit, qui ne bénéficiaient pas ou insuffisamment des mesures ou des arguments contre les discriminations faites aux femmes parce qu'elles étaient noires, et ne bénéficiaient pas non plus des mesures contre la discrimination raciale parce que femmes. Il fallait donc que toutes ces caractéristiques stigmatisantes et discriminantes puissent être prises en considération à la fois comme femmes, noires et ouvrières, et comme indissociables. Ce qui est encore difficile aujourd'hui juridiquement. Le terme d'intersectionnalité a par ailleurs pu être critiqué aussi comme faisant trop allusion à un croisement plus qu'aux réalités en 3D, on pourrait dire, de réalité enchevêtrée qu'il faut prendre dans un espace beaucoup plus complexe qu'un simple croisement, et qu'on désigne aussi comme des dominations imbriquées, des enchevêtrements, des consubstantialités, ou comme l'a rappelé Nassira, en faisant allusion à deux grandes figures du black feminism, Bell Hooks et Audre Lorde, à quel point c'est aussi des apports de réflexion à la fois militante et scientifique fondamentales aujourd'hui pour renouveler notre réflexion. Car aujourd'hui, ce domaine, c'est aussi dans les sciences sociales, dans les sciences humaines et sociales qu'il est traité, et il est devenu plus courant de vouloir cerner cette multiplicité, cette complexité des situations et des individus. Mais cela ne va pas de soi. Cela bouscule les spécialisations, les cadres d'analyse, cela oblige à lire d'autres travaux, souvent de jeunes chercheuses et jeunes chercheurs, de relire ses propres sources, comme j'ai pu tenter de le faire récemment pour l'histoire des féminismes avec Bibia Pavard et Michel Zancarini-Fournel. Cela pose aussi plusieurs questions méthodologiques et de définition de son propre objet de recherche, dont les limites souvent sont obligées d'être élargies ou repensées différemment. Cela met en lumière sur l'histoire des féminismes des contradictions déjà connues. Les débats dans l'histoire des liens conflictuels entre socialisme et féminisme ont longtemps porté par exemple sur cette distinction marxiste entre contradiction secondaire ou primaire. L'injonction faite aux femmes de s'en tenir à une contradiction secondaire a provoqué bien des ruptures vers l'autonomie par les féministes. Et les théories féministes des années 70, qui reconnaissaient les inégalités de race et de classe, mais avaient pour la plupart voulu montrer la prééminence de la domination de genre comme une structure patriarcale, souvent pensée comme précapitaliste, qui donc aurait été en amont, voire en surplomb, des autres types de domination. La question s'est posée, et se pose aujourd'hui encore, dans le débat en France, de la hiérarchie et de la forme d'articulation de ces dominations. Venue des différents groupes de femmes minoritaires et de féministes minoritaires, la question des discriminations spécifiques et croisées est venue ébranler ces certitudes structuralistes et universalistes, ou du moins les bousculer et appeler à, en tout cas, les relativiser par rapport à une parole spécifique différente. On peut aussi poser des questions à propos des communications du colloque, qui ne sont pas du tout des critiques, mais plutôt des ouvertures, comme on m'a proposé de le faire. Qu'en est-il des femmes esclaves au Brésil? Qu'en est-il des injonctions de séduction par les hommes noirs auprès des femmes noires? Quels sont les stéréotypes de genre dans la littérature racialiste allemande? On pourrait développer ainsi plusieurs des questions, non pas qu'on doive tous absolument avoir le même genre de grille de lecture. C'est juste que c'est quelque chose qui permet d'ouvrir justement sur un questionnement peut-être plus complexe à chaque fois qu'on se spécialise sur un type de domination ou un type de discrimination. Mais par ailleurs, du côté des spécialistes de la discrimination, l'intersectionnalité d'abord n'est pas forcément du tout admise, et le genre, quand il est pris en considération, il est largement réduit à un critère
comme un autre, réduit à l'appartenance de sexe. Or, le genre requiert d'être pris en compte aussi comme un système de différenciation, de hiérarchisation, plus complexe qu'une simple distinction femme-homme, d'autant que les critères biologiques eux-mêmes sont devenus beaucoup moins clairs qu'auparavant, grâce à la biologie féministe notamment. Et comme le montrent par exemple les tests de féminité aujourd'hui dans le sport et toute la problématique de la trans ou de des intersexes ou la transidentité. On peut alors poser la question des interactions entre genre et racisme quand il est analysé lui aussi comme un système ou comme un écosystème comme le propose le philosophe Achille Mbembe. Et on peut aussi se poser cette question de l'articulation avec un système économique, le système capitaliste ou le néolibéralisme en tant que système. Donc on a plusieurs types de questionnements autour d'analyse systémique et comme nous l'a rappelé plusieurs des communications, c'est aussi à travers des jeux d'échelle et différentes analyses qui vont croiser des jeux d'échelle très différents, qu'on va pouvoir peut-être complexifier cette approche croisée des discriminations. Donc, des études ont montré, par ailleurs, que dans certaines enquêtes, les témoins eux-mêmes pouvaient minimiser certaines discriminations par rapport à d'autres, non seulement par rapport aux assignations qu'ils et elles subissent, mais aussi par rapport aux attentes qu'ils imaginent ou qu'elles imaginent qu'on porte quand on pose les questions. D'ailleurs, c'était frappant hier dans la table ronde que le mot même de discrimination n'allait pas du tout de soi pour entamer le dialogue, qui peut-être d'autres mots-clés pouvaient provoquer une parole plus libre. Mais c'est le cas, ça a été étudié, par exemple, des femmes par rapport aux discriminations sexistes qui sont davantage intériorisées comme normales ou comme naturelles et qui ne renvoient pas forcément à cet ensemble discursif de la discrimination. Même si MeToo a sans doute changé la donne et libéré une parole, comme on en a parlé aussi sur nouvelle importance des dossiers qui existaient déjà, mais peut-être le nombre des dossiers est plus important aujourd'hui depuis que le hashtag MeToo a libéré la parole autour des violences sexuées, sexuelles. Donc, parler des discriminations, c'est aussi se poser la question des discriminations perçues par les individus dans des contextes spécifiques et différents par rapport aux représentations communes et aussi dans des interactions, on l'a vu dans le monde du travail. Il peut aussi s'agir d'une discrimination indirecte, par exemple, d'individus ou de groupes, et à prendre en compte aussi les stratégies de contournement, de résistance, plus ou moins conscientes, qui rendent cette parole plus délicate, plus difficile. Les non-dits, les trop perçus, entre les non-dits et les trop perçus, les équilibres sont fragiles et nécessitent beaucoup de dialogue et de prise de parole et d'écoute, comme on l'a souligné aussi dans le colloque. Donc, une des questions théoriques, c'est aussi comment parler des différences, sans reproduire les hiérarchisations qui les ont construites. Mais pour déconstruire les stéréotypes à partir d'expériences singulières, il est nécessaire de repartir aussi de ce que les témoins pensent et articulent autour de leurs propres différences. Donc la différence en soi n'est pas forcément une essentialisation qui est de la même fonction. Il peut y avoir des essentialisations utiles ou temporaires pour pouvoir exprimer à un moment donné la nature d'une expérience et qui n'est pas forcément la même, évidemment, essentialisation que celle qui est assignée par une catégorie de domination. Donc ça rend le problème encore plus compliqué autour de quelquefois les mêmes mots qui n'ont pas la même signification, d'où l'attention aux termes, et surtout toujours de contextualiser ce qui est dit, à quel moment c'est dit, qui le dit, à quelle date bien sûr aussi et dans quelles circonstances. On peut aussi souligner, pour continuer de complexifier, la nécessité d'appréhender les personnes dans leur multi-appartenance. On a parlé de l'appartenance assignée par la police ou par l'État ou par le ministère, et puis l'appartenance revendiquée ou vécue. Mais chaque groupe de personnes ou chaque personne est aussi pris dans une multi-appartenance
une multiple identité. On peut parler, ou certains réfléchissent à ce terme d'hybridité, comme le psychanalyste Tammy Ayouch, et ça peut rendre les analyses encore plus ambitieuses ou encore plus complexes. On a parlé aussi du métissage ou des couples mixtes qu'a étudié par exemple Beate Collet, qui rendent aussi les analyses plus fines et plus complexes. On a évoqué ces femmes écrivaines antillaises qui vont complexifier l'analyse pour essayer de se dégager de cette assignation et pouvoir proposer et expérimenter une écriture différente. On a montré aussi l'assignation donc de ces appartenances, notamment à l'ensemble musulman, qui est très difficile à déconstruire par rapport à un sens commun qui est persuadé d'avoir une idée très précise de ce que signifie être musulman. De même, la construction sociale blanc-noir peut changer selon les sociétés, comme ça a été souligné ce matin par Joseph Kébé-Nguema. Il a bien précisé qu'il prenait cette catégorisation comme une catégorisation construite et qu'elle pouvait avoir différentes significations selon les sociétés et selon les moments. Alors, face à tous ces questionnements théoriques, on a vu que l'importance d'études de cas très précis pouvait vraiment nous aider à affiner la grille théorique, hein, et que la parole et les témoignages étaient déterminants et feront sans doute avancer les débats au-delà des crispations qu'il connaît aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'a montré ce colloque, c'est l'importance de la dimension historique qui nous montre aussi cette matrice, hein, ces fondements de l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, de l'exploitation capitaliste dans la première modernité. Et l'histoire ne fait pas que montrer des héritages, elle apporte des éclairages sur les temporalités, sur les contextes, pour éviter aussi les simplifications de la mémoire, y compris celle des témoins, ou l'instrumentalisation de faits historiques qui peuvent être décontextualisés et voilà, pris comme simplement pour illustrer une démonstration sans être du tout dans un propos, disons, d'historien ou d'historienne. On a vu l'importance des représentations, de l'analyse des représentations et des stéréotypes. On a parlé des représentations littéraires, poétiques, mais aussi des stéréotypes avec cette belle communication sur les cheveux et l'apparence. On aurait pu aussi parler de l'homophobie, de la grossophobie, qui en fait relèverait aussi de cette même besoin de déconstruction des critères de représentation, d'assignation et ce racisme et cette discrimination au quotidien qu'elle peut provoquer. Alors, comment milite-t-on contre les discriminations et le racisme? On s'est posé beaucoup la question sur l'université, j'y reviendrai. On a évoqué l'exemple états-unien, qui effectivement s'impose un peu comme une matrice et un champ d'exploration privilégié, bien que la communication de Marion Marchais nous montrait aussi l'importance d'un processus d'exploration, de recherche qui permet, grâce aux sources orales, de complexifier l'image peut-être plus, disons, journalistique ou d'analyse de presse d'un phénomène urbain, comme elle l'a expliqué. Alors on reproche, juste un petit incise, on reproche souvent dans le débat franco-français que nous serions américanisés, que nous aurions une importation non critique des concepts venus directement des États-Unis. Et si bien sûr il faut toujours recontextualiser, en revanche on a bien montré des mécanismes discriminatoires qui sont communs, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, et dans les témoignages même des étudiants étrangers à l'université ici. Et d'ailleurs, soulignons l'importance des échanges internationaux sur ces sujets, des traductions, des dialogues scientifiques qu'il faut pouvoir continuer à encourager, et des dialogues entre recherche, militance et expérience. La question enfin
de comment ces discriminations s'inscrivent à l'université et comment y remédier. Donc, Pam Diane nous a bien expliqué comment l'université n'est pas un vase clos et qu'elle est traversée par les mêmes contradictions, les mêmes tensions, les mêmes inégalités, les mêmes discriminations, et que c'est en revanche un lieu sur lequel on peut trouver des idées. Il y en a eu beaucoup qui ont été évoqué autour de la recherche, d'encourager la recherche, d'encourager la prise de parole. J'aimerais tout de suite souligner un point qui n'est pas toujours facile pour la chercheuse que je suis ou pour d'autres, qui est de passer de la critique à la proposition. C'est pas quelque chose d'évident. Et d'ailleurs, je pense que ce passage se fait à travers un travail collectif, médiatisé, un travail politique, social, pluridisciplinaire, qui va avec un dialogue avec de multiples actrices et acteurs, et que nous ne sommes pas toujours les mieux placés pour trouver la solution à des problèmes que nous étudions, où nous affinons les outils critiques sans avoir toujours la solution, et peut-être que de ne pas être obligé de trouver la solution nous donne une certaine liberté critique, parce que justement trouver tout de suite une réponse à un problème peut aussi entraver, disons, l'importance de l'imagination aussi critique, ce qui n'est pas toujours la même que d'être efficace, de devoir être efficace sur le terrain. Alors, juste pour évoquer l'importance dans l'histoire aussi des féministes de la parité, qui a été inventée comme un concept et à la fois comme un outil pour corriger des inégalités et des blocages dans le domaine politique, maintenant dans d'autres domaines économiques, mais elle a aussi été critiquée comme justement un outil qui pouvait réessentialiser des identités ou des groupes, que par ailleurs toute femme ne défend pas forcément le féminisme, mais que par ailleurs elle a été aussi reconnue comme efficace dans une certaine mesure parce que au bout on constate statistiquement que au-delà de 30% de présence de femmes dans un groupe mixte, ça produit des effets qui limitent, disons, le système sexiste d'exclusion. Donc, il y a aussi des effets positifs. Et je crois que tout outil mis en place doit pouvoir être mis en cause et que ce n'est pas une catastrophe que de revenir sur une décision qui a été prise et qui, à un moment donné, une solution provisoire est efficace parce que c'est un moment de déblocage, un moment d'avancée, et qu'il faut pouvoir s'autoriser ensuite éventuellement à la dépasser ou en trouver d'autres. Pour ce qui est de l'intersectionnalité, la question donc est de produire de la critique, de la visibilité, pas forcément d'en faire un outil politique, ou du moins c'est dans ce qu'on a entendu, ça n'est pas forcément l'outil, c'est l'outil critique, c'est l'outil intellectuel. Je ne sais pas si c'est un outil qu'on va pouvoir appliquer directement à la place de diversité. Par exemple, la notion de genre, qui a été vraiment une avancée tout à fait formidable d'un point de vue critique et pluridisciplinaire, à un moment donné, cette notion s'est un peu épuisée dans la façon dont elle avait, disons, victime de son succès et victime d'usages qui en vidaient un peu le contenu politique ou subversif. Et néanmoins, à d'autres moments, notamment quand elle a été très attaquée dernièrement, enfin disons en 2013, John Scott elle-même, que nous avions invitée, reconnaissait que voilà, il fallait, même si elle-même avait produit ce concept, avait produit une critique de son usage, elle revenait sur l'importance de l'utiliser, surtout face à un dénigrement extrêmement malhonnête, avec toutes sortes d'accusations invraisemblables sur ce que nous étions en train de produire. Alors, à l'université, saluons quand même, c'est quand même le fruit de ce colloque, l'existence de ces missions spécialement consacrée à ces questions de lutte contre les inégalités de genre et contre les discriminations, et qui marque déjà bien la volonté d'une prise en charge institutionnelle, même si on a montré aussi les difficultés, les limites, et aussi la grande différence des moyens accordés selon les endroits, mais elle affiche déjà une volonté signifiante en elle-même, et bien sûr le chantier est tout à fait immense, et au-delà des dossiers individuels, qui finalement relèvent là vraiment d'une
démarche juridique et d'écoute, d'accompagnement psychologique aussi, selon des définitions très précises. Il y a tout un volet de prévention, de pédagogie, d'animation du débat et d'incitation à la recherche et d'accès au savoir sur ces questions. Car en fait, c'est une question sur laquelle beaucoup de déni, mais aussi beaucoup d'ignorance sont encore de mise. Et donc, il y a tout un développement presque pédagogique de cette question auprès, y compris de nos collègues, de nos tutelles, de nos étudiants. Et en général, voilà, il faut repartir du début, quoi, pour tout expliquer, les mots qu'on utilise, les références historiques. Et ça, c'est très important parce que le cadrage médiatique et politique ou managérial est très pernicieux et très peu efficace pour inciter à la réflexion. Donc c'est vraiment là le dialogue, il est vraiment très très important. On a vu aussi que c'était pas du tout évident d'avoir des lieux de prise de parole et surtout des lieux d'entendement, comme l'a dit Fabrice Dume, que toute la question n'était pas seulement de parler, mais d'être entendu. Et ensuite, on peut dire que autre défi, c'est le dialogue. Avec la possibilité ou pas de faire que ce dialogue existe, parce qu'on a vu cette tension entre des visées plus consensuelles, et je crois qu'elles sont pas seulement institutionnelles, et elles sont aussi importantes pour essayer d'apprendre à se parler, mais que la démarche conflictuelle ou le cadrage conflictuel du sujet est indépassable aussi. Donc, il y a un moment, il faut jouer et peut-être avoir toujours conscience que ces logiques sont parfois contradictoires et parfois au contraire peuvent se rejoindre autour d'actions communes ou alors tout simplement d'être déjà connu comme tel, reconnu comme tel. Donc l'information, bien sûr, est indispensable pour ce cadre juridique et le fait que nous ayons des droits et qu'on peut faire valoir ces droits, mais que travailler sur tous ces préjugés, on a vraiment eu une traversée de stéréotypes, de préjugés, d'idées reçues, aussi bien dans des relations sociales, dans des relations de groupe, dans des relations interindividuelles. C'est quelque chose qui me semble aussi une mission particulièrement aiguë. Vous avez parlé de différentes actions culturelles qui, je pense, sont sûrement un très bon moyen aussi de l'entamer. Pam Diagne nous a parlé d'une mise à plat des propositions de cours, c'est-à-dire qu'à un moment donné, compter, c'est exactement ce qui s'est passé aussi pour la parité, voilà, à un moment donné, compter le nombre d'enseignements qu'ils proposent, voir là où on pourrait solliciter des collègues pour pallier des manques autour de ces thématiques, c'est très simple aussi, ça l'est pas tant que ça, mais disons que ça pourrait être assez simplement fait. Mettre en commun, on a vu pourquoi pas un programme de recherche aussi ambitieux que Philomèle autour de la discrimination, et puis peut-être aussi tout simplement continuer à faire connaître cette histoire peu connue aussi bien des discriminations, de la colonisation, de l'esclavage, du sexisme et de la misogynie, mais aussi et de la racialisation, mais aussi l'histoire des résistances à ces luttes. Et là, peut-être qu'il y a des moyens plus consensuels disons, d'aborder ces questions. Peut-être aussi pour montrer la complexité de ces phénomènes qui n'opposent pas toujours les catégories front à front comme on l'a vu. Et que on a parlé des sœurs Nardal autour de la conscience de race, on a parlé de tout l'apport de Pam Diagne sur l'histoire des Noirs en France, où on a parlé des États-Unis, et l'histoire de tous ces groupes qui sont ciblés par ces discriminations sont encore à explorer et à faire connaître.
Alors, il y a à la fois pas assez de travaux et à la fois les travaux qui existent doivent être aussi davantage connus pour poursuivre la réflexion sur ces processus de déconstruction, de dénaturalisation, contrecarrer les stéréotypes de tous ordres, rendre visibles des réalités qui se prétendent neutres et qui étouffent différentes expériences discriminantes et discriminées. On a évoqué l'importance des lieux de sociabilité, d'échanges informels pour revenir à des approches croisées. L'idée, ce serait de pouvoir justement laisser une parole suffisamment libre pour ne peut-être pas forcément tout de suite invoquer une seule discrimination, mais pouvoir parler d'un certain ressenti discriminatoire qui peut être sur les multi-appartenances, en sachant que certaines paroles seront plus faciles que d'autres. Le défi, c'est de ne pas recatégoriser avec l'outil discrimination, de souligner bien sûr toujours la complexité, toujours le plus possible, et comme je l'ai dit, l'histoire des parcours d'intégration, comme on en a parlé à propos de l'islam, ne pas parler que des images négatives, mais aussi de ce qui a pu faire avancer les droits, permettre voilà, des personnalités formidables qui ont permis de faire avancer la réflexion. Et puis, comme on a vu cette difficulté de prise de parole, eh bien, l'idéal, évidemment, c'est de pouvoir stimuler des initiatives qui ensuite seraient prises par les étudiantes et les étudiants eux-mêmes. Donc, l'idée, c'est plus l'incitation. Il peut y avoir, bien sûr, des tas de choses très importantes faites par le haut, mais l'importance aussi, c'est la stimulation et les moyens de donner pour que quelque chose arrive aussi plus spontanément. Et là, ça dépend aussi des personnes, de leur inventivité, de leur disponibilité. Et on peut simplement, en échangeant aussi des informations sur ce qui se fait ailleurs, travailler aussi sur la mise en commun de ces expériences, soit observées, soit vécues, autour de l'injure, autour de l'humour, autour de ce racisme quotidien, des gestes, sans forcément une visée sociologique, simplement de mise en commun, et pourquoi pas d'élaborer quelque chose qui serait aussi de l'ordre culturel et pas forcément scientifique. Alors pour finir par l'histoire, puisque je suis historienne, il me semble qu'on peut aussi mettre en avant quelques faits historiques et continuer bien sûr d'explorer cette dimension, mais des faits historiques concernant la Sorbonne et qui sont largement inconnus. D'abord, les premières thèses sur l'histoire du féminisme qui sont soutenues à la Sorbonne dans les années 20, Léon Abensour, un homme, et Marguerite Thibert. Ou encore Anna Julia Cooper, qui est née autour de 1858, puisqu'elle est née esclave aux États-Unis, que les dates de naissance sont pas toujours connues, décédée en 1964. Et qui a soutenu sa thèse, donc déjà très âgée, à plus de 60 ans, en 1925, sur l'attitude de la France à l'égard de l'esclavage sous la Révolution de 1789 à 1848, alors qu'elle est née esclave en Caroline du Nord, fille d'une esclave et d'un propriétaire blanc, qu'elle est devenue enseignante, écrivaine, et qu'elle a déjà été diplômée aux États-Unis avant de venir finalement faire une thèse à Paris. Elle a une belle fiche Wikipédia, et je pense qu'elle mériterait une œuvre d'art quelque part dans la Sorbonne, parce que c'est une très belle figure et qui fait un lien entre aussi entre le transatlantique, entre l'importance des savoirs et des vecteurs aussi de leur production. Et dans cette fiche Wikipédia, il est précisé que sur les passeports américains, il est mentionné cette citation d'elle, je cite, « La cause de la liberté n'est pas la cause d'une race ou d'une secte, d'un parti ou d'une classe, elle est la cause de l'humanité, le droit fondamental de l'humanité même. » Et on ne peut que partager ce bel humanisme. Mais pour y parvenir, il est indispensable de reconnaître, d'étudier des particularismes, des spécificités, des formes multiples de discrimination qui, si elles ne trouvent pas les mots pour se dire et s'analyser, resteront toujours une entrave à cet idéal humaniste. Merci. Merci beaucoup pour cette belle synthèse et ouverture. Et nous suggérons au doyen de la faculté des lettres cette idée de portrait
Et merci pour cette belle phrase de fin. Je vais maintenant laisser la parole de fin à Béate Collet et ensuite à Hyacinthe Ravérin. Oui, donc nous arrivons à la fin de cette journée très intense de réflexion. Je crois que la synthèse et l'ouverture de Florence Rochefort nous a vraiment rappelé que nous avons discuté depuis hier dans une ampleur de toutes ces questions à travers les siècles, les pays, etc. Donc c'est vrai que nous avons brassé un univers énorme. Heureusement qu'on est revenu grâce à votre communication, Florence, à la définition même de ce que c'est une discrimination, etc. Donc, je pense que vraiment, je suis très contente d'avoir été là, d'avoir contribué à cette journée, d'avoir vu toutes ces personnes qui nous ont d'une manière extraordinaire livré leurs recherches, tout en modestie et avec plein de bravoure et d'excellence. Donc, voilà, merci vraiment à tout le monde, les équipes qui ont organisé la transmission en visio, puisque nous avons vraiment une très belle transmission en visioconférence, les personnes qui ont été là, qui sont venues dans l'auditoire, et puis je crois qu'on va encore poursuivre les discussions et les dialogues. On a plein d'inspirations pour changer, pour faire des choses à la Faculté des Lettres et à Sorbonne Université plus largement. Et puis voilà, je crois que j'ai plus ou moins tout dit. Donc nous allons de toute façon continuer, notamment avec la diffusion du colloque et le concert le 10 mai. Et puis je laisse la parole à Hyacinthe qui, j'espère, va pouvoir dire tout ce que j'ai pu oublier et autre chose. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Béate, pour ce mot de fin. Je crois que tu n'as rien oublié. Donc je vais ajouter mes remerciements au tien. Merci beaucoup, Florence Rochefort, pour l'ensemble de cette contribution qui rassemble bien toutes les idées qu'on a pu développer aujourd'hui et qui les met en perspective, et à la fois historique et puis dans l'espace et puis dans la diversité de la manière de pouvoir penser ensemble ces questions pour pouvoir agir. Merci évidemment absolument à l'ensemble des intervenantes et des intervenants, à toutes les personnes qui ont été là depuis ce matin, à l'ensemble des équipes, parce que c'est toutes les personnes qu'on ne voit pas, mais s'il n'y avait pas ces personnes qu'on ne voit pas, eh ben on ne nous verrait pas parler, et donc on ne nous entendrait pas parler, donc c'est absolument essentiel. Tu as dit absolument l'essentiel. Je pense que pour nous, c'était quand même un peu un défi, ce colloque, à divers égards. Le tenir aussi dans cette période à la fois sanitaire, mais aussi politique et avec les diverses controverses actuelles, c'était quand même pas tout à fait rien. On est très très heureuse d'avoir pu et très heureux de l'avoir pu le réaliser. On poursuit demain la réflexion puisqu'il y a donc cette conférence et puis cette projection débat. Je rappelle autour le titre, hein, comment l'expérience des minorités ethno-raciales en Italie éclaire le débat en France. Donc on va continuer à travailler dans la comparaison de différentes situations. Je crois que c'est absolument extrêmement riche. Enfin, vraiment, toutes les communications aujourd'hui, encore une fois, c'est diversité. Alors là, j'emploie le terme pluralité de points de vue et de situations, nous a montré combien ces échanges, ces dialogues entre disciplines et puis entre régions, encore une fois, et entre périodes historiques différentes pouvaient être enrichissants. Donc on va poursuivre ce débat-là demain. Et puis comme tu le disais, Béatos, je crois que c'est aussi très important de signaler que le colloque va être complètement rediffusé donc à partir du 10 mai. Ce sera la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France. Et on diffusera également un moment musical et culturel autour d'un concert. Il y aura aussi une médiation présentant ce concert et puis un échange avec le groupe de jazz Maloya avec Mehdi Gerville et ses donc musiciens qui vont nous proposer un moment de réflexion en musique, puisque là aussi on a parlé de littérature, on a évoqué différentes disciplines, mais les arts et notamment la musique évidemment sont pleinement là aussi pour nous faire à la fois réfléchir et sentir les choses
pleinement, pour avoir envie de continuer à les travailler ensemble, parce que c'est aussi ça que je retiens de cette journée, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des difficultés, on voit bien qu'il y a des questionnements, on voit bien qu'il y a des questions de sous et de possibilités matérielles et de papier et plein de choses qui sont absolument essentielles. Et en même temps, on voit bien que les personnes ici présentes avaient toutes envie de travailler ensemble à ces questions, d'y réfléchir et encore une fois de pouvoir, grâce à la réflexion, de construire des outils à plusieurs, bien sûr, pour pouvoir tenter d'agir sur ces questions. Donc un très très grand merci à toutes et à tous, à l'ensemble des équipes, encore une fois, et à l'ensemble des personnes qui se sont prêtées au jeu de la réflexion avec nous aujourd'hui. Et à demain. Merci.